Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de RTI. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le programme de ce jeudi 25 septembre. Tout d'abord, vous pourrez suivre l'actualité taïwanaise du jour en compagnie de Lisa Dufaux. Et après le journal de l'information, nous vous proposons de découvrir l'émission Au micro de RTI en compagnie de Serge Barbet, le directeur du CLEMI, Centre d'éducation aux médias et à l'information, qui était de passage à Taïwan au début du mois et qui est passé au studio pour répondre aux questions de Meg Wang et moi-même. Puis en fin de programme sur notre site internet, vous pouvez retrouver l'émission Graines de business de Valentin Floquet qui vous parlera de la start-up taïwanaise Yokai Express qui a vu le jour aux États-Unis. Voilà pour le programme de ce jeudi. Bonne écoute à toutes et à tous. Voici tout de suite le journal de l'information présenté par Lisa Dufaux avec pour débuter les principaux titres. Après des inondations meurtrières survenues à Hualien, les procureurs enquêtent sur la mise en œuvre des plans d'évacuation. Les États-Unis interdisent l'importation de vélos Giant, invoquant des risques de travail forcé. Taïwan suspend les mesures de restriction sur les exportations technologiques après que l'Afrique du Sud accepte de dialoguer. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 25 septembre. Les autorités taïwanaises ont ajusté le bilan de l'inondation provoquée par le débordement du lac Phata'an et la crue de la rivière du même nom à Hualien dans l'est de Taïwan, survenue entre le 23 et le 24 septembre. Le Centre national d'intervention d'urgence en cas de catastrophe a finalement annoncé aujourd'hui à 13h qu'après élimination de certaines personnes initialement comptées 2 fois, le bilan avait été revu à la baisse avec 15 morts et 33 personnes portées disparues. Le système de gestion des urgences médicales du ministère de la Santé fait quant à lui état de 52 personnes blessées. Les opérations de secours sont toujours en cours sur place à l'heure actuelle. Et en dehors du bilan de l'inondation, le typhon Ragasa a fait 32 blessés à travers le pays. Étant donné que sur les 15 morts, 14 se trouvaient dans des zones d'évacuation de la commune de Guangfu, le bureau des pompiers a annoncé aujourd'hui que les procureurs avaient déjà lancé une enquête sur les lieux de décès afin de savoir si les opérations d'évacuation avaient été menées conformément au plan initial. Par ailleurs, selon les observations effectuées par l'administration des forêts, le lac de barrage, formé par les glissements de terrain, a vu sa quantité d'eau encore diminuer depuis hier et n'est désormais plus qu'à 15% de sa capacité maximale, c'est-à-dire qu'environ 15 millions de mètres cubes d'eau sont encore dans le lac. Le bureau a précisé que s'il n'existait pas de risque immédiat de crue, l'alerte rouge restait tout de même maintenue pour l'instant. La douane américaine a publié hier un ordre interdisant l'importation sur le sol américain de vélos, de composantes et d'accessoires fabriqués à Taïwan par la marque taïwanaise Giant, le plus grand fabricant de vélos au monde, invoquant des preuves de travail forcé. L'ordre de suspension de la mise en circulation se base sur une loi interdisant l'importation aux États-Unis de produits issus du travail forcé et ne semble pas concerner les vélos ou les autres produits fabriqués en dehors de Taïwan. Notons que Giant gère aussi des usines en Chine, au Vietnam, en Hongrie et aux Pays-Bas. Avec cet ordre de suspension, les importateurs des marchandises en question peuvent choisir de détruire leurs produits, de les réexporter ailleurs ou de prouver que les produits en question peuvent être importés. Les services de douane américains ont indiqué qu'une enquête sur Giant avait identifié des indicateurs de travail forcé et notamment des abus de vulnérabilité, des conditions de travail abusives, de la servitude pour dette, des retenues de salaire et des heures supplémentaires excessives. La déclaration annonçant l'ordre précise que Giant a profité de l'imposition de tels abus, résultant en des biens produits en deçà de la valeur du marché et nuisant aux entreprises américaines en générant des profits injustes. Les détails de l'enquête n'ont pas été dévoilés, mais un rapport du département du travail américain basé sur des entretiens menés en 2024 avec des travailleurs vietnamiens et thaïlandais dans l'usine de Giant de l'arrondissement de Ta Gia à Taichung avait identifié des multiples risques de travail forcé. Le rapport avait indiqué que l'entreprise avait pris des mesures pour remédier à certains des problèmes recensés, notamment en cessant d'effectuer des retenues de salaire et en rénovant les dortoirs des ouvriers.
Dans un communiqué publié hier soir, le ministère de l'économie taïwanais s'est engagé à travailler main dans la main avec le ministère du Travail afin, je cite, de résoudre rapidement toute crainte de possible travail forcé et de mettre fin à l'ordre américain touchant les exportations taïwanaises. L'entreprise Giant Bicycles a quant à elle réagi aujourd'hui en déclarant être en train de clarifier activement les faits, ajoutant qu'elle travaillerait à faire lever l'interdiction. Giant a aussi mentionné une nouvelle politique mise en place en janvier 2025, dans le cadre de laquelle l'entreprise prend en charge les coûts de recrutement, les frais des agences intermédiaires et les frais administratifs pour l'emploi de nouveaux travailleurs étrangers. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré aujourd'hui avoir demandé au ministère de l'économie de suspendre les mesures de restriction concernant les exportations technologiques taïwanaises à destination de l'Afrique du Sud. Le ministère de l'économie avait annoncé mardi soir des restrictions à l'exportation concernant 47 produits technologiques taïwanais vers l'Afrique du Sud, une mesure qui concernait notamment les plaquettes de semi-conducteurs, les puces de mémoire et les matériaux connexes. L'exportation de ces produits devrait obtenir par la suite une autorisation du gouvernement. La diplomatie a annoncé la suspension de la mesure qui devait entrer en vigueur fin novembre, après que l'Afrique du Sud a formulé le souhait de discuter avec Taïwan de la dispute liée au bureau de représentation taïwanais en Afrique du Sud, alors que Taïwan demandait une telle discussion depuis des mois. En octobre 2024, en effet, le gouvernement sud-africain avait exigé le déménagement du bureau de représentation de Taïwan hors de la capitale Pretoria et le statut du Taipei Liaison Office avait été rétrogradé, le nom sur le site internet du gouvernement sud-africain prenant le nom de Taipei Commercial Office. Taïwan avait accusé Pretoria de compromettre la sécurité nationale et les garanties de sécurité publique de Taïwan, tout en nuisant au développement normal des relations économiques et commerciales avec Taïwan. L'Agence spatiale de Taïwan et Satellite Applications Catapult, SAC, une entreprise britannique d'innovation technologique qui soutient le secteur spatial du Royaume-Uni, ont signé mardi un protocole d'entente d'une durée de 5 ans dans l'objectif de coopérer en matière d'assemblage de satellites, d'applications spatiales et de formation technique. La signature coïncidait avec une table ronde sur l'espace organisée entre Taïwan et le Royaume-Uni, co-dirigée par l'Agence spatiale de Taïwan, SAC, et le Bureau de représentation britannique à Taïwan. L'événement a rassemblé 22 entreprises de technologie taïwanaises et 10 entreprises britanniques pour discuter de possibles partenariats en matière de satellites en orbite terrestre basse et d'applications durables. Étaient notamment présents des représentants de l'Agence spatiale britannique, la UK Space Agency, l'Institut de recherche de Foxconn et Compal. Le président de la Commission nationale des sciences, Wu Chang-wen, a déclaré que des entreprises britanniques travaillaient déjà avec l'agence et le directeur de l'agence, Wu Zhongxin, a précisé que l'accord en question venait officialiser la confiance mutuelle entretenue depuis 2023. La représentante britannique à Taïwan, Ruth Bradley Jones, a salué le potentiel de ce partenariat, soulignant la valeur stratégique du secteur spatial britannique et les capacités industrielles de Taïwan. Une délégation parlementaire colombienne actuellement en visite à Taïwan a rencontré aujourd'hui le vice-président du Parlement taïwanais, Jiang Qi-chun, et a formulé le souhait que la Colombie puisse ouvrir prochainement un bureau de représentation à Taïwan. Notons que les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques en 1980 et que le bureau commercial de la Colombie à Taipei a fermé ses portes en 2002. La délégation est menée par le sénateur colombien José Luis Pérez Oyuela, un ancien président de la Commission des Affaires étrangères au sein du Sénat colombien. Le sénateur a remercié Taïwan pour son aide sur certains dossiers, notamment sur les technologies agricoles et les bourses scolaires, et a exprimé l'espoir que les problèmes liés aux règles concernant les visas puissent être résolus rapidement afin de permettre plus d'échanges touristiques, commerciaux et culturels entre les deux pays. Enfin, le sénateur a invité le Parlement taïwanais à envoyer à son tour une délégation pour se rendre en Colombie. Le président taïwanais Lai Ching-te a reçu aujourd'hui une délégation américaine menée par Randall Shriver, cofondateur et président de l'Institut pour la sécurité Indo-Pacifique, un groupe de réflexion spécialisé dans la politique étrangère américaine et sur les questions de sécurité dans la région Asie-Pacifique, et en particulier celles liées à la Chine et à Taïwan. Lai Ching-te a remercié la délégation pour son soutien de long terme en faveur de Taïwan. Il a également déclaré que Taïwan a renforcé activement ses capacités d'autodéfense, tout en précisant que le budget de la défense taïwanais
atteindrait les 3,32% du PIB taïwanais l'année prochaine et devrait représenter 5% du PIB taïwanais d'ici 2030, se conformant ainsi aux normes de l'OTAN. Taïwan adhère à une stratégie d'autonomie en matière de défense et de stratégie asymétrique grâce aux achats militaires auprès des États-Unis et aux activités conjointes de recherche et de développement afin de continuer de renforcer les coopérations taïwano-américaines en matière de défense. Nous allons renforcer nos échanges en matière de sécurité nationale, de lutte contre la désinformation et de cybersécurité avec les États-Unis et avec les pays partageant les mêmes valeurs, afin de protéger ensemble la paix et la sécurité régionale. Randall Shriver a quant à lui souligné le fait que malgré la pression exercée par la Chine pour bloquer la participation de Taïwan aux Nations Unies, Taïwan avait contribué au niveau régional et international à travers des engagements innovants et de l'aide humanitaire. Il a également appelé à une coopération plus profonde entre Taïwan et les États-Unis, à une livraison en temps et en heure des armes achetées aux fabricants américains et à des progrès dans les discussions commerciales bilatérales. Le président du Parlement taïwanais, Han Kuo-yu, est arrivé aujourd'hui au Japon à la tête d'une délégation transpartisane de 12 députés taïwanais, à savoir 6 députés du Kuomintang, 5 députés du Parti démocrate progressiste et 1 député du Parti du peuple taïwanais. Avant son départ ce matin, Han Kuo-yu a exprimé son souhait de renforcer les relations d'amitié avec le Japon. La délégation doit rencontrer pendant son séjour sur place des membres de la commission consultative Japon-République de Chine au sein de la Diète et visiter l'exposition universelle qui se tient en ce moment à Osaka. Cet après-midi, les députés taïwanais ont rencontré l'ancien Premier ministre japonais Taro Aso, un des piliers du Parti libéral-démocrate au pouvoir au Japon. Taro Aso a rappelé que lorsque la Chine avait organisé des manœuvres militaires autour de Taïwan en avril dernier, le Japon avait exprimé sa préoccupation auprès de la Chine. Il a également ajouté que le gouvernement japonais s'opposait à toute tentative d'usage de la force ou de pression pour changer le statu quo dans le détroit de Taïwan. Enfin, l'ex-premier ministre japonais a affirmé que quel que soit le résultat de l'élection du président du PLD le 4 octobre prochain, la politique du Japon concernant Taïwan et la Chine ne changerait pas. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 25 septembre qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.